Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai discuté avec une céramiste incroyable, qui se trouvait au moment de l'enregistrement à 10 000 km de là. Mais son micro et sa connexion étaient au top, donc franchement, ça s'entend pas. Chris Pelletier, aka Tibli, est une céramiste nomade qui trouve son inspiration dans les formes épurées et douces des cultures asiatiques. C'est aussi une technicienne hors compétition, puisqu'elle pratique aussi bien le tour et les colombins, et elle possède le skill maîtrise des émaux et engobes. Chris m'a raconté sa vie de céramiste voyageuse au Japon, ses rencontres, ses découvertes et ses projets futurs. Et puis on a aussi discuté de céramique kawaii, de très longues études, de couture et de pareidolie. Très bon épisode. Bonne écoute. Dans chaque épisode, je pose un petit peu la même question pour introduire le céramiste. Et là, moi, j'aurais voulu savoir quels étaient tes premiers souvenirs liés à l'argile. Alors j'ai plusieurs souvenirs qui sont liés à l'argile et déjà quand j'étais petite il y avait donc mes parents sont pas du tout dans la création ou quoi que ce soit, mais ils sont assez manuels pour les travaux. Quand j'étais petite en fait il y a eu un voyage de classe et il fallait acheter des souvenirs pour les parents. Et je me souviens que j'avais flashé sur une tasse avec un petit bout dessus qui était tout gravé. Et je me suis dit, si j'achète ça pour ma mère, je suis sûre elle va être super contente. Parce que il me semblait que c'était... moi, j'avais pas encore conscience des objets qui avaient de la valeur ou pas trop de valeur, mais il me semblait que cet objet-là avait l'air plus important que, je sais pas, une babiole dans un magasin. Et du coup, j'ai cette tasse-là qui a démarré un peu mon amour des objets. Et en fait, après, le premier contact vraiment avec la terre, l'argile en elle-même, il a été au Vietnam. En fait, en 2013, j'ai été faire un stage de lac au Vietnam. Là, en fait, on a rencontré, enfin, j'étais avec un camarade de classe et on a été en contact avec un étudiant qui parlait un petit peu français et il nous a emmenés dans un village qui était spécialisé dans la céramique et là en fait on a pu faire un atelier tournage avec un petit tour pas électrique, un tour à main. Voilà, fallait faire tourner le tour avec les mains. Et là, j'ai touché la terre pour la première fois, mais ça m'a pas vraiment enthousiasmé plus que ça. J'ai pas senti une réelle vocation se profiler à l'horizon, mais en tout cas, après, je suis retournée au Vietnam et là, non, même à cette même époque, ouais, en 2013, en fait, j'ai passé beaucoup de temps chez un laqueur et tous les midis, voilà, je retrouvais des petites tasses et j'avais vraiment ma préférée. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais bien, en fait, pour mon futur chez moi, avoir aussi mes petites tasses préférées, qui soient pas des tasses du commerce, mais des tasses vraiment fait main. Et là, on sentait que c'était fait main, on sentait que c'était, qu'il y avait, voilà, une personne derrière l'objet. Je pense que c'est le fait de retrouver cette céramique tous les jours du quotidien et de voir aussi cette maison qui était magnifique. Du coup, ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, j'aimerais vraiment avoir ça plus tard chez moi. Et si j'ai pas les moyens de me l'offrir, il faut que j'apprenne à faire ça à tout prix. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a amené postuler pour faire des études en céramique. C'est lié un peu du coup à ton premier souvenir d'enfance en fait. Oui, et en même temps, c'est pas comme si j'avais
modelé beaucoup de choses ou moi j'ai touché à la pâte à modeler comme tous les enfants, mais j'ai pas vraiment de souvenirs de d'ateliers céramique ou je pense pas que j'ai été vraiment dans ces choses-là. C'est plus je pense l'envie quand j'étais petite d'avoir des petits objets à moi que je trouvais beaux et que j'avais envie de garder rien que pour moi. Voilà, je détestais la décoration qu'il y avait chez mes parents, mais du coup j'essayais au maximum de garder des choses pour moi qui me faisaient envie et que je trouvais belles. Et voilà, je pense que il y avait certainement voilà, il y avait cette petite tasse hibou que j'avais beaucoup aimée et que aujourd'hui je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Mais voilà. Du coup, ça a été quoi ton chemin là, ton chemin d'apprentissage vers la céramique? T'es parti d'où pour arriver où? Bah déjà, j'ai toujours voulu faire des études d'art. Je suis ravie que mes parents ne m'aient jamais interdit quoi que ce soit à ce niveau-là. Bon, du coup, j'ai fait un baccalauréat littéraire option art plastique. Là, j'ai eu une prof d'art qui était fabuleuse, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ensuite, je me suis orientée vers une mise à niveau en art appliqué, donc j'ai fait l'école Boulle à Paris. Je me suis rendu compte là que ça m'allait pas du tout. L'esprit BTS à appliquer, c'était vraiment pas mon truc. J'avais besoin de toucher la matière, de travailler un objet du début à la fin. Et donc du coup, je me suis orientée vers un diplôme métier d'art de LAC. C'est une technique de recouvrement de surface. Voilà, c'est à l'école Boulle, à l'école Olivier de Serres de Paris qu'il y a voilà, je pense que ça s'appelle différemment maintenant, mais à l'époque, c'était un diplôme métier d'art de LAC et à l'école Olivier de Serres de Paris. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et c'est pas 2 années qui m'ont beaucoup plu. Voilà, c'était difficile pour moi avec les enseignants. Donc, j'ai eu la chance, durant cette année-là, durant cette formation, d'aller faire un stage au Vietnam. Et je rêvais vraiment depuis toute petite de partir à l'étranger. Et là, c'était la première fois que je mettais un pied en dehors de l'Europe. Ça a été vraiment un grand, grand choc pour moi. Et donc du coup, voilà, j'ai eu cette expérience chez le laqueur qui avait une magnifique maison, des belles céramiques. Et là, je me suis dit, j'ai envie de continuer mes études. Je vais demander à faire un diplôme métier d'art de céramique. Donc j'ai pas choisi l'école du Perret. J'ai plutôt préféré une école un peu plus loin de Paris pour changer un peu de d'atmosphère. Donc j'ai été au lycée Léonard de Vinci à Antibes. Donc j'ai passé 2 ans là-bas. On a eu, en deuxième année de formation, on a eu un stage en Chine pendant 3 semaines. Là, j'ai pu garder contact avec un céramiste qui fait des théières à Yixing, qui est une ville réputée pour les théières. Donc voilà, j'ai voulu continuer après cette formation-là, j'ai voulu continuer vers un diplôme métier d'art de tapissier à l'école du Perret. Voilà. Mais j'ai un prof en fait qui m'a dit, Chris, c'est bon, tu nous saoules à nous parler du Vietnam. Là, on vient juste de rentrer de Chine et tu t'arrêtes pas de nous parler du Vietnam. Arrête les études, tu vas en avoir, tu vas avoir trop de cordes à ton arc, tu vas plus savoir quoi faire. Je sais pas, focalise-toi sur un truc. Voilà, si tu parles tout le temps du Vietnam, bah pars au Vietnam. Et en fait, je l'ai vraiment écouté ce prof. J'ai vraiment suivi son conseil. Et donc, dans la semaine, j'ai envoyé un mail à une galerie qui était à Hanoï, la capitale du Vietnam, qui m'a donné du coup un contact d'un céramiste qui était dans le village de Ba Chang, dans lequel j'avais déjà été en 2013. Et en fait, en 2 jours, le mec m'a répondu. Il m'a dit oui, bah il y a pas de souci, tu viens quand tu veux. Voilà mon adresse, mon numéro de téléphone. Voilà, dès que t'es là, tu m'appelles, on se voit et puis il y a pas de souci. J'avais pas encore eu mon diplôme de céramique à Antibes, mais je savais déjà que j'allais partir au Vietnam dans l'année qui venait. Donc voilà, j'ai été en 2016, septembre 2016, je suis arrivée au Vietnam. J'ai passé un an, pas consécutif, mais j'ai passé un an au total à me focaliser sur la céramique là-bas. Je trouvais qu'il y avait quand même une lacune au niveau de mes compétences.
Je ressentais une certaine frustration parce que j'arrivais pas à monter des pièces de grande taille. Je connaissais juste le tournage et j'étais pas non plus vraiment professionnelle en tournage. Donc je trouvais que voilà, je manquais de connaissances techniques pour arriver à faire ce que je voulais. Et donc j'ai pris la décision de rentrer en France, de postuler à l'école de Diolfi pour faire l'année de formation complète. Et en fait, ils ont refusé mon dossier. Et ils ont refusé mon dossier et ils ont finalement préféré me prendre en formation courte. Maintenant, Diolfi a mis en place une formation courte où il faut trouver un maître de stage, enfin un tuteur, qui nous prend en charge en fait pendant toute la durée de formation. Et donc, j'ai fait cette formation-là avec Claire Lepape, qui m'a appris à faire du colombin. J'ai aussi eu Arnaud Erhardt pendant une semaine. Donc, j'ai pu faire aussi une cuiston avec Tristan Chamboero, qui sont tous dans le même coin, en fait, dans la Dordogne. Et en fait, par la suite, j'ai voulu continuer à... Voilà, j'étais lancée, j'avais appris à faire du colombin, donc j'avais une nouvelle technique en main, mais j'avais pas le temps vraiment de d'explorer qu'est-ce que je vais faire avec cette nouvelle technique que j'ai apprise. Donc j'ai postulé pour une nouvelle formation, et là j'ai postulé pour la formation à l'Institut européen des arts céramiques qui est en Alsace. Et j'ai été prise et ça a été vraiment une année super enrichissante pour moi. J'ai appris énormément de choses là-bas. Voilà, même s'il y a des techniques qu'on pense déjà connaître, en fait, il y a toujours des gestes différents. Il y a toujours, quand une autre personne en parle, c'est toujours différent. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et le fait que j'ai voilà déjà un bagage technique en main, ça m'a permis de me focaliser plus sur qu'est-ce que je veux raconter et qu'est-ce que je veux exprimer avec la terre. Du coup, c'est ma dernière formation en céramique à ce jour, voilà, qui a été entrecoupée par plusieurs stages un peu à gauche à droite chez d'autres céramistes dont j'apprécie le travail. Voilà. Et là, donc, tu es au Japon. Et donc, Oui. tu travailles, tu es aussi dans un atelier céramique pour continuer à apprendre, à te former? En fait, voilà, quand j'ai postulé à l'IESC, je me suis dit, si je suis pas prise, je fais tout pour partir au Japon. J'hésitais entre le Japon et la Corée du Sud. Voilà, je sais qu'il existe le programme vacances-travail pour les moins de 31 ans pour le Japon. Et voilà, j'avais vraiment envie de partir encore voyager et encore découvrir de nouvelles choses. Et donc là, du coup, je suis arrivée au Japon en janvier 2024. Donc j'ai un visa vacances-travail, donc ça me permet de rester un an au Japon. Voilà, j'ai pour projet de découvrir des ateliers, de découvrir des nouvelles façons de travailler, mais je me positionne pas vraiment en tant que stagiaire. Je me positionne plus en tant que voilà professionnelle de la céramique, mais qui souhaite découvrir comment ça se passe ailleurs et un peu enrichir mon vocabulaire et capter un peu des nouvelles inspirations. Parce que voilà, je sais que actuellement je suis libre à ce niveau-là, j'ai pas d'atelier, donc je suis libre de voyager. Et donc du coup, je me focalise surtout sur des rencontres, capter des personnalités, voir comment les gens travaillent, comment ils organisent leur temps. Et ça, je trouve ça super intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Mm. Et donc là, j'ai eu la chance en fait de rencontrer un céramiste qui faisait une expo à Tokyo. Et du coup, je lui ai demandé s'il connaissait des personnes qui accepteraient de prendre en charge une étrangère en échange d'aide dans leur atelier. Et du coup, il m'a dit que lui, potentiellement, il pouvait. Donc, il en a discuté avec sa femme. Et voilà, il m'a envoyé pas mal de questions sur les réseaux sociaux par message pour savoir exactement ce que je venais chercher. Et il a fini par accepter que je vienne. Donc en fait, je suis officiellement pour lui une apprentie. Mais voilà, pour moi, en fait, je travaille vraiment à plein temps dans son atelier.
et je l'aide à faire des pièces, je l'aide à recycler de la terre. Voilà, j'ai vraiment un rôle d'apprenti et du coup c'est 35 à 42 heures par semaine, donc c'est quand même énormément de boulot. Et voilà, là pour le mois d'août, je suis un peu plus libre, euh, donc j'ai un peu plus le temps de faire des choses pour moi. T'expliques ça comment, là, cette boulimie d'apprentissage, de découverte, d'envie de se former, de continuer à se former, parce que t'as fait énormément de formations, t'as énormément de bagages, en fait. Ça vient de la légitimité, d'une interrogation sur ta légitimité? Je Je suis consciente que oui, il y a pas beaucoup de personnes qui ont fait les plus, je dirais pas les plus importantes, mais les principales écoles de céramique en France, il y en a pas beaucoup. Je sais pas, je trouve ça tellement intéressant en fait de rencontrer des nouveaux enseignants, de rencontrer des nouveaux étudiants, de j'adore en fait cette atmosphère de d'ateliers partagés où on ne sait pas en fait vers où ça va aboutir, on voit les autres évoluer, on voit des nouveaux gestes. C'est aussi un environnement hyper réconfortant, je trouve, d'être dans une école et d'être encadré et voilà, on n'a pas trop de soucis à se faire, on est juste libre de faire ce qu'on veut et on n'a pas à penser à comment je vais faire pour gagner ma vie ou quoi que ce soit. Et je trouve c'est quelque chose. Enfin, je me dis tant que je peux le faire, je le fais parce que à un moment donné, le jour où je me lancerai et où j'aurai mon atelier, mes clients, mes commandes et tout ça, j'aurai plus la possibilité de faire toutes ces formations-là, ou du moins peut-être que ce sera plus compliqué de les faire. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait de je trouve que le lien qu'on crée dans ce genre de situation, de formation, il est tellement beau et tellement rare et précieux. C'est pas un lien qu'on peut tisser facilement une fois qu'on est dans son activité à plein temps. Et voilà, j'ai vraiment envie d'en profiter tant que je peux. C'est pas tant une question de légitimité, mais plus ouais, une curiosité et c'est une sorte de plaisir voilà que je m'autorise à avoir. Et alors, du coup, avec tes multiples bagages, là, multiples diplômes, tu te dis, toi, aujourd'hui, tu t'identifies plutôt comme céramiste, comme potière, comme plasticienne, comme artiste. C'est quoi ton identité? Je m'identifie comme artiste céramiste, pas vraiment potière parce que voilà, c'est pas, je trouve que c'est trop restreint comme mot. C'est pas un mot que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'il, voilà, le fait qu'il y ait le mot pot dedans, ça me gêne parce que je veux pas faire que du pot. Artiste céramiste, en fait, j'ai commencé vraiment à identifier plus mon travail et j'ai commencé à me positionner en tant que professionnelle vraiment quand j'étais au Vietnam. Parce que là, j'ai commencé à produire des pièces, j'ai commencé à démarcher des cafés, des boutiques pour pouvoir mettre mes pièces en dépôt-vente. Et là, du coup, il a fallu que je me trouve un nom, il a fallu que je me trouve une identité pour définir ce que je faisais. Et voilà, quand on est à l'étranger, expliquer ce qu'on fait à d'autres personnes, souvent, voilà, le mot céramiste, ils le comprennent pas forcément, mais le mot artiste, c'est plutôt international et tout le monde le comprend. Ils comprennent que voilà, si je dis artiste, c'est quelqu'un qui est dans la création. Et donc, du coup, je pense que artiste céramiste, ça me définit plutôt bien. Je sais que le mot artiste peut être mal vu, mal interprété, parce que voilà, ça a un côté très prétentieux ou c'est pas du tout le sens que je veux lui donner. C'est plus voilà le côté création, création de l'esprit qui me plaît et pas juste technique ou objet usuel quoi. À travers tes pièces, tu penses que tu explores quelle thématique? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, t'en es peut-être au début hein, de tes réflexions, mais il y a sûrement une base. Hmm. C'est pas facile parce que j'ai l'impression de m'éparpiller dans plein de sens différents. Et en plus, vu que j'ai
jamais eu d'atelier pendant une longue période, j'ai l'impression d'accumuler en fait en tête plein de... C'est comme si j'avais un meuble avec plein de tiroirs et que chaque tiroir représente une collection. À chaque fois, j'ai des nouvelles collections qui se dessinent en tête et en fait, le temps que je puisse les réaliser, enfin, le moment où je pourrais les réaliser, ça se trouve, ce sera dans des années. Je pense que j'ai une thématique centrale, c'est le lien à la nature et représenter des éléments de la nature, des choses qui évoquent le vivant. Et ça peut être de manière abstraite, mais j'aime bien des fois inclure des éléments qui, voilà, font penser au vivant de manière plus concrète, ou que les gens puissent un peu s'évader dans mes pièces et y mettre un peu de leur imagination pour comprendre ce qu'ils voient. Par exemple, les pièces que j'ai faites ça remonte à loin maintenant, mais en 2016, quand j'ai eu mon diplôme de métier d'art au lycée d'Antibes, les pièces que j'ai faites, c'était un lien avec le champignon parasitaire et les éléments qui parasitent. Donc j'ai réalisé une collection de pièces sur cette thématique-là. Quand j'étais un peu au Vietnam et à moitié quand je rentrais en France. Là, j'ai eu beaucoup de temps pour moi avant de rentrer du coup à l'IUAC. Et là, j'ai dessiné une collection. Je suis vraiment passée par le dessin et j'ai dessiné toute une collection de pièces que je rêvais de réaliser. Mais du coup, c'est resté des dessins pendant pas mal de temps. Et ces dessins-là, j'ai pu les réaliser en terre en 2023 quand j'ai fait la résidence artistique à la Fondation Bruckner en Suisse. Donc là, j'ai pu réaliser pas mal des pièces que j'avais dessinées. Mais voilà, entre-temps, en fait, dès que je retourne à la Terre, j'ai des nouvelles idées qui viennent, j'ai des nouvelles collections qui se dessinent en tête. Et à chaque fois, je suis obligée de me dire, OK, prends note de ça, mets ça dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, tu ressortiras ça et tu pourras enfin les réaliser en terre. En tout cas, ce que je peux dire de mon travail, c'est que j'aime me lancer des challenges, en fait, à chaque fois que je fais une pièce. J'aime me challenger techniquement et y mettre en même temps un peu de poésie, beaucoup de douceur. Je reste beaucoup dans la douceur et travailler vraiment le détail. J'aime bien travailler les finitions et que ce soit vraiment, voilà, qu'on se soit pas à se dire ah bah tiens ça c'est le dessous de la pièce, ça se voit, c'est un peu plus cracra. Non, j'aime bien que toute la pièce soit bien travaillée sous tous les angles, que les textures soient pensées et ne soient pas là par défaut. C'est rigolo parce que tu utilises le langage à la fois des artisans d'art et des artistes, là, quand tu parles de collection, par exemple, et pas de pièces, parce que tu fais des pièces uniques. Elles sont Mais pas. c'est des pièces uniques qui rentrent dans une collection. Moi, je le vois comme ça. Je pourrais dire des séries, mais c'est pas vraiment des séries. Mais en fait, j'ai des thématiques qui se dessinent. Mais en même temps, voilà, quand on parle de haute couture, c'est aussi des collections. Bon, c'est pas des pièces uniques, mais on n'est pas loin de l'œuvre d'art aussi. Ouais, je sais pas. T'as une Je- expérience dans le textile aussi. Oui, en fait, pendant le... Tu sais tout. J'ai bossé. Pendant le Covid, voilà, il y a eu... Bah voilà, j'ai fini mes études à l'IUAC en août 2020. Je suis partie au Japon en janvier 2024. Donc voilà, il s'est écoulé presque 4 ans. Et durant ces 4 années-là, j'ai pas du tout touché à la terre de manière régulière et pendant des longues périodes. Et donc, du coup, j'avais quand même un besoin de toucher de la matière. Et j'ai toujours voulu travailler le textile, la fibre cotonneuse ou tout ce qui a trait à la douceur tactile. Donc, du coup, je me suis mise à faire mes vêtements.
c'est pas quelque chose que j'ai appris quelque part, mais j'ai vu ma mère me coudre des vêtements quand j'étais adolescente. Et je pense que toutes les heures que j'ai passées à lui tenir les épingles ont été beaucoup plus riches en enseignements que ce que je pouvais penser à l'époque. Parce que du coup, je pouvais regarder ses gestes et me remémorer, voilà, quand je me suis mise à faire de la couture, je me suis remémoré un peu des choses. Et il y a des choses, en fait, des gestes qui sont venus de manière très instinctive. Donc, oui, j'aime bien travailler, le textile et penser aussi, le vêtement. Mhm. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler, dans l'avenir, céramique d'un côté et collection de vêtements d'un autre côté. Ok. Je sais pas encore comment faire communiquer les deux, mais c'est très énergivore tout ça. Bon, en tout cas, moi, je trouvais que ton boulot était, il y avait une vraie unité dans ton univers, dans ce que tu pouvais faire là, et puis l'évolution que ça en a. Hein. On trouve qu'il y a, enfin, moi, je trouve qu'il y a une force, et ouais, une identité très présente. Quelles sont tes sources d'inspiration pour tout ça? Tu te nourris où? Je suis pas friande des expositions ou des musées. J'en ai fait beaucoup, mais j'ai l'impression que j'en retiens pas grand-chose en fait quand je quand je vais dans dans les expos ou autre. C'est un peu triste à dire, mais je sais pas trop. Est-ce que ça Voilà, viendrait de, je sais pas moi, de tes lectures, des films que tu regardes, de la musique, des rencontres que tu fais? je pense que je suis assez influencée par la musique que j'écoute. Elle peut guider beaucoup de mes gestes et beaucoup de mes écrits aussi. Voilà, je pense qu'Instagram a beaucoup d'influence sur les créateurs depuis quelques années déjà. Et j'ai vraiment un catalogue de créateurs qui m'inspirent énormément. Et en fait, j'aime bien regarder beaucoup d'images différentes. Voilà, ça peut être des créations de toutes sortes, ça peut être textile, céramique, bois. Et en fait, j'ai l'impression que je capte plein de choses et voilà, mon esprit enregistre des images. À un moment donné, je pense que ça fait un mélange, tout ça dans mon inconscient et ça ressort en fait quand je me mets à penser à des pièces que j'ai envie de faire. J'ai des envies en fait qui émergent. Donc je pense que tout ça, ça se mélange et que du coup, ça m'amène à créer des pièces. Pourquoi je choisis telle ou telle thématique? Je pense que c'est en fonction de mon humeur du moment. Enfin, en tout cas, quand j'en choisis une, je m'y tiens jusqu'au bout. Et je tiens à réaliser toutes les pièces que j'ai en tête. Et est-ce que ton environnement direct aussi peut influer sur ta création? Tu vois, là, par exemple, tu es au Japon. Est-ce que les pièces que tu imagines là maintenant vont être différentes de celles que tu as pu faire quand tu étais en Alsace, par exemple? Et bah oui, je pense que j'avais pas trop conscience de ça auparavant. Mais là, en fait, voilà, j'ai postulé le 31 juillet à un concours céramique qui est à Bizen. Et voilà, il a fallu faire une pièce pour ce concours. Donc j'avais 10 jours pour réaliser une pièce avec ce que j'ai sous la main. Donc j'ai pas forcément les émaux que je veux ni quoi que ce soit. Donc c'est pas évident. Je me suis questionnée, voilà, avant d'en venir à la Terre, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je vais pouvoir montrer et qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser, parce qu'il faut vraiment une pièce unique. J'ai que 10 jours, faut pas que je me plante, et c'est pour un concours, donc voilà, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et en fait, là où je suis en ce moment, tout autour, en fait, il y a c'est pas des montagnes, mais il y a des collines, il y a beaucoup de verdure. On voit souvent, en fait, les nuages se former un peu dans les montagnes. J'entends beaucoup d'insectes, des cigales, je sais même pas les noms que ça a, mais je pense que c'est dans la famille des cigales.
j'en entends beaucoup, j'en vois beaucoup. J'ai vu plein d'animaux. J'ai vu des biches au milieu de la route. J'entends les sangliers. Je vois les traces de pas des sangliers. Enfin voilà, je suis vraiment baignée dans la nature. Les insectes sont 2 fois plus gros, donc on peut pas les éviter. Ils sont vraiment présents. Et j'ai l'impression que tout ça, ça m'a influencé beaucoup plus que je ne le pensais. Et donc la pièce que j'ai réalisée parle un peu de cet environnement dans lequel je suis et une espèce de contemplation sur ce qui m'entoure. Et je pensais pas en fait que mon environnement m'influençait tant que ça, mais je pense que oui. Enfin, j'ai l'impression d'en avoir pris conscience en étant au Japon. Parce que Ok. j'aurais jamais fait cette pièce en étant sans être venue ici, j'aurais jamais pensé à faire cette pièce-là, je pense. Je suis allée aussi vers des choses beaucoup plus kawaii, comme on dit au Japon, en intégrant plus de visages dans. Voilà, j'ai fait. En gros, la pièce c'est une espèce de petite montagne et il y a un château en fait qui s'imbrique sur la montagne. Ça ressemble pas vraiment à un château, mais ça a les codes de ce que pourrait être un château. Et donc sur ce château, en fait, sur les tours, il y a des nuages qui se greffent et chaque petit nuage a un visage. Et je pense que je serais jamais allée autant dans du figuratif si j'avais pas été au Japon, parce que ici, en fait, tous les trucs du gouvernement ou autres, c'est toujours représenté par des petites mascottes. Il y a toujours des petits visages mignons un peu partout. On peut pas les éviter. C'est vraiment partout, même dans les petites villes. Enfin, il y en a vraiment vraiment partout. Je crois que c'est un nom en plus, ça, le fait de personnifier des objets du quotidien et c'est vraiment typique du Japon. Je sais plus, il faudrait que je retrouverai le mot. Non, ça te dit rien, toi, ce mot-là, pour Si, désigner ça? c'est comme dans La Belle et la Bête, avec Ouais. tout le Oui, saté, je sais les plus ce que c'est. personnifications, je Ouais. sais plus comment ça s'appelle. Mais eux, ils ont vraiment les mascottes pour tout, quoi. Même quand tu vas à la banque, le truc qui est super chiant, bah, il y a quand même des tas de des petits personnages qui t'expliquent les trucs, enfin, en dessin et qui ont l'air super mignons et ça a l'air d'être une expérience super agréable de créer un compte en banque. Il y en a vraiment partout, quoi, dans les trains, dans les banques. Je suis sûre à la mairie, il doit y en avoir. Enfin, il y en a partout. Donc, du coup, j'ai tendance à mettre maintenant des Hmm. petits visages et des petits personnages. On s'attend pas forcément à les voir, mais on se dit, ah tiens, en fait, cet élément-là est vivant. Il a quelque chose de vivant. Bon, alors, si j'ai bien compris, t'as pas vraiment d'atelier, donc c'est tes lieux de travail, ton lieu de travail est nomade. Mais est-ce qu'il y a quand même des récurrences? Est-ce qu'il y a des gestes que tu arrives à retrouver dans chaque endroit que tu occupes? Comment est-ce que tu organises ton boulot dans ces différents ateliers? C'est une situation qui est pas facile pour moi parce que voilà, dans l'idéal, j'aimerais avoir un atelier, hein, c'est sûr. Voilà, à chaque fois, je me retrouve dans des situations où j'ai pas forcément la possibilité d'avoir un atelier. Et vu que j'ai tout le temps envie de partir, je me dis non mais ça sert à rien, ne mets pas d'atelier en place, ça va te prendre la tête, tu vas pas savoir quoi en faire quand tu seras à l'autre bout du monde. Du coup, j'ai la chance d'avoir une amie qui est en Auvergne, qui a un atelier assez grand pour pouvoir m'accueillir de temps en temps. Donc grâce à elle, j'ai pu faire quelques pièces quand j'en avais vraiment le besoin et l'envie. J'ai pu faire quelques pièces chez elle. C'est aussi pour ça que j'ai postulé pour un temps de résidence en Suisse à la Fondation Bruckner. Les temps que je passe en dehors de la Terre sont parfois tellement longs que quand j'y reviens, je sais même pas si je vais réussir à faire ce que je veux faire. Je sais même pas si je vais réussir à retrouver mon geste. Et c'est toujours une grande inquiétude pour moi de me dire, oh là là, j'ai cet objectif à atteindre, j'ai envie de réaliser ça, ça, ça. C'est un nouveau challenge technique pour moi parce qu'en plus, à chaque fois, je me dis, bon, ça y est, ça, je sais le faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de encore plus compliqué? Donc, je me mets toujours la barre encore un peu plus haute à chaque fois. Du coup, c'est toujours beaucoup d'inquiétude. Et en fait, quand je me mets à fond dedans et une fois que j'ai mis en place mon espace, que j'ai disposé chaque élément
au bon endroit, parce que je trouve que l'espace d'atelier, il fonctionne vraiment mieux quand on place les éléments au bon endroit. Je pense que ça a toute son importance. Et une fois que j'ai un peu personnalisé mon espace, disposé les choses au bon endroit, que j'ai ma musique, que je me plonge dedans, là, je peux me mettre à fond dedans et il y a des choses, voilà, il y a des gestes qui reviennent très facilement. Mes inquiétudes s'envolent. Et c'est plutôt drôle parce que j'avais pas conscience de ça, mais le céramiste Tepe-san, c'est le céramiste chez qui je suis en ce moment, et il m'a dit que j'avais une fast hand en anglais, une main rapide. Je pense que c'est plus à traduire comme une main, comme si elle était autonome, quoi. Elle avait son propre cerveau, elle se souvient des gestes. Et il a capté ça assez vite. Il s'est rendu compte que voilà, j'avais des mains qui travaillaient presque de manière autonome, qui retenaient facilement les gestes. Et maintenant qu'il me l'a dit, je pense que je peux avoir plus de confiance envers ça et me dire c'est bon, pas la peine de stresser, fais confiance en tes mains, laisse-les laisse-les faire leur vie, quoi. Et inutile de rationaliser les choses sans arrêt. Et c'est quoi tes techniques de prédilection? Parce que tu disais que tu tournais, mais tu travaillais aussi beaucoup le colomba. Hmm. Au début, j'aimais beaucoup le tournage. Et j'aime toujours le tournage, mais quand j'ai vu les possibilités que donnait le Colombin, là c'est une porte qui s'est ouverte et je me suis dit waouh, il faut à tout prix que je que j'aille là-dedans et que j'explore ces nouvelles possibilités parce que le Colombin c'est tellement de liberté, j'adore. Enfin, j'adore. Il y a tellement de choses encore qui sont à explorer. Voilà, moi j'adore depuis l'IUAC, j'adore travailler les couleurs en teintant la matière dès la base. J'ai travaillé en fait, j'ai fait un travail sur comment l'engobe peut influencer l'émail qui le recouvre, comment l'engobe, comment les oxydes contenus dans les engobes peuvent influencer l'émail au niveau de la couleur, à quel point en fait les oxydes peuvent migrer dans l'émail et à quel point ils peuvent être visibles à travers un émail. Et du coup, j'ai travaillé avec 4 émaux principalement pendant que j'étais à l'Institut européen des arts céramiques. Et j'ai fait une quantité monstre d'engobes colorés avec plein de recettes différentes pour voir à quel point en fait l'engobe pouvait migrer à travers l'émail. Et toutes ces recherches pour finalement me dire ah finalement le rose et le vert c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pas encore exploité complètement en fait toute cette recherche colorée. Du coup j'ai fait pas mal de pièces qui étaient souvent avec des jeux des mots. Voilà, je sais que l'étain et le chrome, enfin, l'étain et le chrome, voilà quand ils interagissent tous les deux, ça donne du rose. Et ça m'a ça m'amuse beaucoup. Donc j'ai joué pas mal avec ça. Mais dernièrement, en fait, quand j'ai fait les pièces à la Fondation Bruckner et qu'il y a des pièces que j'ai émaillées, donc j'ai fait des recherches d'émail chez mon ami qui est en Auvergne. Je sais pas si je peux la citer, mais Bah si, vas-y, si, si. du coup c'est Marie-Lise Ménal. Elle est assez présente sur Instagram. Elle s'intéresse à beaucoup de gens. Donc du coup, quand j'ai fait toutes ces recherches démo chez Maris avant de faire ma résidence à la Fondation Bruckner, j'ai fait vraiment une recherche démo pour obtenir des textures un peu bulleuses qui faisaient penser à de la mousse ou à des choses naturelles. Et en fait, quand j'ai fait mes pièces et quand j'ai décidé d'émailler certaines, je me suis rendu compte que celle que je préférais, c'était celle qui avait pas d'émail. Du coup, maintenant, je pense que j'aborde la couleur de manière totalement différente, où je teinte la terre. Et là, en ce moment, je m'amuse à faire ça. Je mélange des terres ensemble et je m'amuse avec toutes les nuances que je peux créer à partir des terres naturelles pour lier les nuances entre elles, jouer avec des variations de couleurs beaucoup plus douces et pas aussi pétantes que si c'était des engobes.
Et c'est aussi, je pense, le fait que je veux pas être déçue par les résultats démo qui m'ont fait prendre ces choix-là aussi. Je suis difficile à satisfaire au niveau de mes créations. J'ai énormément de mal à être satisfaite de moi-même. Et donc, j'ai beaucoup d'attentes. Et quand je vois que les émaux que j'ai mis ne rendent absolument pas la même chose que ce que je voulais et sur tous les tests que j'ai pu faire, voilà, ça m'affecte beaucoup. Et donc, maintenant, je préfère travailler avec des terres colorées parce que je sais que j'ai beaucoup moins de surprises et que j'arriverai beaucoup plus facilement à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Voilà, Ok. je sais que quand on fait de la céramique, il faut accepter aussi les surprises. Mais j'ai quand même pas mal de surprises. Et tu cuis comment? Je pense que les cuissons four à gaz ou four électrique, vu que j'ai jamais eu mon four, en fait, je me suis toujours adaptée à ce que j'avais sous la main. Donc principalement des fours électriques. Four à bois, c'est pas quelque chose qui me tente énormément parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités au niveau des couleurs. Et c'est beaucoup de surprises, les cuissons au four à bois. J'aime pas trop le marron, donc c'est difficile d'éviter le marron en cuisson au four à bois, même si en fonction de la terre qu'on utilise, ouais, c'est possible de pas du tout avoir de marron. Mais ouais, principalement cuisson, four électrique. Et je pense que plus tard dans mon atelier, à mon avis, j'adopterai le four électrique ou four à gaz, mais pas forcément four à bois. Ok. Et tu cuis à quelle température? Ça dépend? Bah du coup, j'ai pas trop de choix à faire à ce niveau-là parce que je peux pas choisir la température qui. Donc j'essaye d'être à 1250, 1220 degrés, mais j'ai pas vraiment de choix là-dessus. Je dois toujours m'adapter en fait à l'atelier dans lequel je me trouve et du coup c'est compliqué. Des fois, ça m'apporte vraiment des mauvaises surprises parce que il y a un élément sur lequel j'ai aucun contrôle, c'est toujours les cuissons quoi. Et tu travailles uniquement le grès ou un peu de porcelaine parfois? Du coup, je travaille le grès et la porcelaine et j'aime bien mélanger la porcelaine au gris. J'ai fait un peu de faïence quand j'étais chez Claire Le Pape et j'aimais beaucoup les résultats des vases que j'ai pu faire. Mais les ateliers où je me trouve, c'est rarement de la faïence. Du coup, j'ai très vite en fait éliminé cette terre-là et du coup, je préfère me concentrer sur le grès, la porcelaine. Déjà que je travaille avec je sais pas, je dois avoir au moins 5 6 terres différentes avec lesquelles je travaille. Donc je me dis, si déjà je me restreins à des terres de température, ce serait déjà pas mal, parce que sinon je vais m'éparpiller partout, quoi. Les terres, elles changent au Japon? Oui, Il y a des similitudes, oui. Mm. ouais, les terres changent. Alors en fait, il y a des terres, par exemple là, à Seto, bah il y a la terre de Seto, peut être achetée en magasin. Ils ont aussi une terre qui est toute rose, avec beaucoup de chamottes dedans. Il y a de la pyrite aussi dedans. Et je sais pas pourquoi ils ont cette terre rose. Ils la vendent en magasin et c'est plutôt un joli rose, hein. Mais je sais pas pourquoi ils ont cette terre rose. Et ils ont aussi de la terre de Shigaraki, qui est un autre coin assez réputé pour la céramique. Et ils doivent avoir encore d'autres. En fait, c'est très catégorisé par rapport à d'où vient la terre. Par rapport à chez nous, c'est voilà, Raf, bon, on sait pas trop d'où ça vient, mais je pense que eux, ils nomment vraiment la terre par rapport à d'où est-ce qu'elle vient. Et du coup, il y a vraiment le nom du. Je comprends pas tout parce que c'est du japonais, mais je pense qu'il y a vraiment le nom de d'où est-ce qu'elle vient pour les différencier entre elles. Mhm. Donc oui, les terres changent et quand je suis allée au magasin, il y avait je sais pas, au moins 20 à 30 terres différentes. Mm. C'est hyper riche, ça donne envie de tout tester. J'en ai acheté 5. Voilà, je me suis un peu... Bah, ça fait envie. Ah,
Alors, dans le podcast, je pose la question des tu préfères. En gros, je te Mhm. propose deux affirmations et puis c'est à toi de choisir et me dire ce que tu préfères. Ok. Donc, toi, tu préfères que tes pièces, elles soient toutes parfaites mais ennuyeuses, ou alors tu préfères qu'elles aient toutes un petit défaut qui les rendent uniques et rigolotes? Ah bah, le défaut qui les rend uniques et rigolotes. J'ai Ouais, je envie m'en que doutais. les gens, ouais, j'ai envie que les gens, j'aime bien que les gens puissent se sentir amusés par ce qu'ils voient. C'est important en fait c'est important de trouver du bonheur et de la joie dans ce qu'on regarde. Je préfère que ce soit rigolo. Et aujourd'hui, est-ce que la céramique te fait vivre? Alors, tu me fais une réponse vraiment comme tu veux, hein, parce que ça peut être, il y a des gens qui me disent, qui me répondent de manière matérielle, oui, la céramique me fait vivre parce que je gagne de l'argent, Hmm. mais toi, tu es encore à un stade où t'es en recherche, mais ça peut être plus, tu vois, contemplatif ou philosophique, quoi. Est-ce que la céramique te fait Hmm. vivre aujourd'hui? Alors, au niveau de l'argent, non, clairement pas. Au niveau de la vie, en fait, la céramique, c'est un moteur pour beaucoup de choses. C'est magique, je trouve, de se dire que il y a quelque chose qui nous plaît tellement on est amené à traverser le monde pour découvrir à quoi ça ressemble dans d'autres pays qui sont si loin de là où on a vécu. Oui, je pense que la céramique m'apporte énormément et je suis ravie d'avoir découvert ce métier d'art qui me permet de partir à l'autre bout du monde avec une raison bien précise. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout la touriste qui va voir les endroits les plus connus, les plus réputés. Voilà, aujourd'hui, je suis dans un petit village euh, assez paumé. Je vois très peu de touristes, je vois très peu d'étrangers. Et oui, c'est parce que j'ai voulu voir à quoi ressemble la céramique au Japon que je suis là aujourd'hui. C'est un grand moteur pour moi. C'est quoi ton rêve pour la suite, pour les prochains mois, pour les prochaines années? J'ai beaucoup de rêves qui m'habitent. Voilà, il y a un rêve vraiment qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est qu'un jour, j'aimerais beaucoup avoir un espace un espace commun où il y ait un café et que en fait on puisse voir depuis ce café-là tout l'atelier céramique qui produit des pièces pour ce café et que du coup il y ait d'autres espaces de création qui accueillent d'autres créateurs. Ça peut être textile, bois, mais que tout ça en fait fonctionne ensemble. Que ce soit pas non plus 30 personnes, mais je sais pas, 5 personnes, ce serait génial. Et du coup, ouais, avoir un espace comme ça où on puisse aussi accueillir des résidents, mettre en place des stages d'une semaine sous forme de petits workshops, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Et le la difficulté dans tout ça, c'est que ce soit peut-être pas en France, mais dans un pays d'Asie, peut-être au Vietnam, au Japon. Voilà, je me pose beaucoup la question de où est-ce que j'aimerais vivre plus tard. Et voilà, à force de partir en Asie, j'ai de plus en plus mon cœur qui chavire pour ces pays-là, quoi. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.